Ma femme a hurlé que l'endroit où elle allait cette nuit-là ne me regardait pas. 1h40 du matin. 15 appels que j'ai ignorés. Elle pensait que quelqu'un essayait d'entrer par effraction. J'ai regardé à travers les caméras que j'avais secrètement installées. Il n'y avait personne. Juste elle, seule, comprenant enfin ce que « ça ne te regarde pas » signifiait vraiment. Je m'appelle Onkeller. J'ai 45 ans et j'ai passé les 22 dernières années de ma vie dans la logistique de fret. Je négocie des expéditions, je coordonne des itinéraires, je gère les relations entre les fabricants et les transporteurs. Ce n'est pas un travail glamour, mais c'est un travail honnête. Il est bâti sur la confiance, les contrats et la capacité à savoir quand quelqu'un essaie de vous manipuler. J'ai appris très tôt que les gens vous souriront en face tout en vous vidant les poches si vous les laissez faire. J'ai aussi appris que la meilleure façon de survivre à la trahison n'est pas la rage, mais la préparation. J'ai épousé Brianna quand j'avais 30 ans. Mais voilà le truc. Nous nous étions en fait rencontrés des années auparavant. J'avais 23 ans, fraîchement diplômé de l'université, et j'occupais mon premier emploi dans la logistique. Elle en avait 21 et travaillait dans une société de courtage en fret. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 8 mois. C'était intense, ou du moins c'est ce que je pensais. Puis un jour, elle a tout simplement mis fin à notre relation. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, besoin de comprendre ce qu'elle voulait faire de sa vie. J'ai été blessé, mais j'ai tourné la page. Nous avons complètement perdu contact. 7 ans plus tard, je suis tombé sur elle lors d'une conférence régionale sur la logistique à Chicago. Elle avait alors 28 ans, déjà divorcée d'un certain Richard, et élevait seule sa fille de 7 ans, Ashley. À l'époque, je n'ai pas trop réfléchi à la chronologie. Je n'ai pas posé trop de questions. Elle semblait fatiguée mais pleine d'espoir, comme si elle avait traversé une épreuve difficile et était prête à se reconstruire. Ashley était douce, calme, portant toujours ce sac à dos chaud avec ses livres préférés partout où elle allait. Je pensais que je pouvais faire partie de cette reconstruction. Leur offrir à toutes les deux une vie stable. Il s'est avéré que je n'étais qu'une autre fondation qu'elle viderait de l'intérieur. Et la chronologie que je n'avais pas remise en question allait revenir me hanter des années plus tard. La nuit où tout s'est terminé, je ne savais pas que c'était la fin. Elle se préparait à sortir, debout devant le miroir dans le couloir, ajustant ses boucles d'oreilles. Je lui ai demandé où elle allait. Une question simple. Le genre de question que les gens mariés se posent sans réfléchir. Elle ne s'est même pas retournée. Dehors, a dit Brianna d'un ton sec. J'ai attendu. Elle continuait à arranger ses cheveux, à vérifier son reflet comme si je n'étais même pas là. Dehors où, ai-je insisté, en gardant un ton léger. C'est à ce moment-là qu'elle s'est retournée. Ses yeux avaient cette lueur vive et défensive que j'avais vue trop de fois auparavant. Ce regard qui disait que le problème, c'était moi qui posais la question. Ça ne te regarde pas où je vais, a-t-elle lancé, la voix montant rapidement. Je suis resté là, les clés à la main, figé au milieu de mon geste pour prendre ma veste. L'air entre nous semblait lourd, épais de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Elle a attrapé son sac à main et est passée devant moi, ses talons claquant contre le parquet. La porte s'est refermée derrière elle. Pas un claquement, juste un clic net et décisif. Je ne l'ai pas suivie, je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de SMS désespéré 1 heure plus tard pour lui demander quand elle rentrerait. Je suis juste resté là, dans le silence, à écouter le bourdonnement du réfrigérateur et le son lointain de sa voiture qui quittait l'allée. Quelque chose en moi a changé cette nuit-là. Peut-être que ça changeait depuis des mois, et que je l'avais ignoré. Peut-être que je le savais depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Mais en restant là, seul dans ce couloir, j'ai réalisé quelque chose d'important. C'en était fini. Pas une fin de colère. Pas le genre de fin où l'on crie et on jette des objets, juste fini. Le genre de résignation qui s'ancre dans vos os et prend des décisions pour vous avant même que votre cerveau ne suive. Elle est restée dehors jusqu'à après minuit. Quand elle est revenue, j'étais au lit, face au mur, respirant lentement et régulièrement comme si j'étais endormi. Elle se déplaçait prudemment dans la pièce, essayant de ne pas me réveiller. J'ai entendu ses chaussures tomber, le froufrou de sa robe, la lumière de la salle de bain s'allumer et s'éteindre. Elle s'est glissée dans le lit à côté de moi, et je n'ai pas bougé. Le matin, j'avais déjà commencé à planifier. Pas une vengeance,
pas une confrontation bruyante et désordonnée, juste une sortie propre et méthodique d'une vie qui avait cessé d'être la mienne depuis longtemps. Parce que voici ce que j'ai appris en 22 ans de logistique, quand quelqu'un vous dit que ce ne sont pas vos affaires, il ne vous demande pas d'espace. Il vous dit où est votre place. Et une fois que vous savez où est votre place, la seule question qui reste est de savoir si vous allez y rester. Je n'allais pas y rester. Le lendemain matin est arrivé, trop lumineux, trop normal. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres de la cuisine pendant que je préparais le café. La même routine que j'avais suivie pendant des années. Brianna est apparue vers 8 heures, les cheveux enroulés dans une serviette, se déplaçant dans la pièce comme si de rien n'était. « Bonjour », dit-elle distraitement en attrapant une tasse. J'ai hoché la tête, sans lever les yeux de mon téléphone. Je consultais déjà les horaires des transporteurs, planifiant les expéditions de la semaine. Mais dans un coin de ma tête, une autre sorte de carte prenait forme. Des voies de sortie, des délais, des dépendances qu'il fallait couper. Elle est partie travailler 20 minutes plus tard. J'ai regardé sa voiture disparaître au bout de la rue, puis j'ai posé mon café et je me suis mis au travail. D'abord, les documents. J'ai passé 3 heures dans mon bureau à domicile à tout scanner. Acte de naissance, déclaration de revenus, relevé de compte, titre de propriété de la maison. Je les ai téléchargés sur un service de cloud chiffré sous une nouvelle adresse email qu'elle n'avait jamais vue. Puis j'ai fait des copies du disque dur de son ordinateur portable pendant son absence. Un simple logiciel de sauvegarde, le genre que n'importe quel informaticien reconnaîtrait. Je ne cherchais pas encore de preuves accablantes. Je constituais des archives. À midi, j'avais ouvert un compte chèque séparé dans une coopérative de crédit de l'autre côté de la ville, et y avais déposé $500 en espèces. Rien qui ne déclencherait d'alerte, juste une graine. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai agi avec prudence. Chaque vendredi, je retirais $300 de notre compte joint. Du liquide pour la semaine, lui ai-je dit une fois quand elle a demandé. Elle a haussé les épaules, déjà en train de faire défiler son téléphone. L'argent allait sur le nouveau compte. Lentement, silencieusement, je construisais une fondation qu'elle ne pouvait pas voir. J'ai commencé à travailler tard plus souvent. Pas vraiment tard, juste loin. Je me garais dans un café, utilisais leur Wi-Fi pour faire des recherches sur les stratégies de protection des actifs, la création de SARL, les procédures de changement de nom. J'ai appris l'existence des clauses de désengagement unilatéral, sur la manière dont certaines formulations juridiques pouvaient protéger les actifs d'une manière qu'un contrat de mariage ne pourrait jamais faire. Nous n'avions jamais signé de contrat de mariage. Je l'avais suggéré des années auparavant lorsque nous avions créé ensemble une petite SARL de conseil en fret, principalement pour des raisons fiscales. Elle avait ri, disant que c'était inutile. Mais enfouie dans cet accord de SARL se trouvait une formulation que j'avais rédigée avec soin. Une formulation sur la responsabilité fiduciaire et la rupture d'engagement. Une formulation qui pouvait être activée par les bonnes circonstances. Documentée de la bonne manière. J'ai commencé à tout documenter. Quand elle sortait, je notais l'heure. Quand elle revenait en sentant un parfum qui n'était pas le mien, je le notais aussi. Quand elle restait sur son téléphone, l'orientant loin de moi, je notais la tendance. Je n'étais pas en colère. La colère est chaude, instable. Ce que je ressentais était plus froid, méthodique. Un soir, environ 5 semaines après cette dispute dans le couloir, j'étais assis dans mon camion devant un dépôt d'expédition quand mon téléphone a vibré. Un SMS de Brianna. Je travaille tard. Ne m'attends pas, il était 19h30. Je suis resté assis un moment, puis j'ai répondu. Pas de problème. Je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, j'ai conduit pendant 2 heures vers le nord jusqu'à une petite ville que j'avais traversée lors de mes itinéraires d'expédition. J'ai trouvé un chalet tranquille à louer sur un panneau d'affichage local. J'ai rencontré le propriétaire, un mécanicien grisonnant nommé Roy, qui n'a pas posé de questions. Je l'ai payé en espèces pour le premier mois. J'en aurai besoin à partir du mois prochain, ai-je dit à Roy. Il a empoché les billets, m'a tendu une clé. Il sera prêt, a-t-il simplement dit. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, arrivé après minuit. Brianna dormait déjà, ou faisait semblant. Je suis resté un long moment sur le seuil de notre chambre, la regardant respirer, et je n'ai absolument rien ressenti.
L'homme qui l'avait épousée avait disparu. Ce qui restait, c'était quelqu'un qui comprenait exactement ce qui devait se passer ensuite. 3 mois après le début de ma préparation, j'ai trouvé la première preuve concrète. Non pas que j'en ai eu besoin pour moi-même. Je le savais depuis un moment, mais ce dont j'avais besoin, c'était de documentation, du genre qui tiendrait la route si quelqu'un remettait un jour en question mes décisions. C'était un mardi après-midi. Je suis rentré tôt, j'avais dit à l'équipe de répartition que j'avais un rendez-vous chez le dentiste. La voiture de Brianna n'était pas dans l'allée. Selon son calendrier partagé, celui qu'elle avait cessé de mettre à jour régulièrement, elle était à une réunion client de l'autre côté de la ville. Son entreprise faisait du conseil financier pour les petites entreprises. Du moins, c'est ce qu'elle me disait. Je me suis assis à la table de la cuisine avec son ordinateur portable. Elle l'avait laissé en charge là le matin même, non verrouillé. Négligent. Ou peut-être qu'elle ne se souciait plus de savoir si je regardais. Quoi qu'il en soit, c'était une opportunité. J'ai d'abord ouvert ses emails, parcouru la correspondance professionnelle, les propositions de clients, le désordre professionnel habituel. Puis j'ai vérifié son dossier de messages supprimés. C'est là que les gens deviennent négligents. Ils pensent que supprimer signifie disparu. Il y avait des emails adressés à un certain Jordan Hay. Les objets étaient vagues, mis à jour de mardi, suite à notre conversation, et, question rapide. J'en ai ouvert un datant de 2 semaines. J'ai hâte de te voir ce soir. Même endroit, même heure. Ne sois pas en retard cette fois. Mon pouls n'a pas augmenté. J'ai juste sauvegardé l'email au format PDF, je l'ai téléchargé sur mon stockage cloud chiffré et j'ai continué à lire. Il y en avait des dizaines d'autres, remontant à 8 mois. Certains au ton professionnel, d'autres moins. Des références à des hôtels que je reconnaissais, des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble, des blagues privées dont je ne faisais pas partie. J'ai ensuite vérifié ses SMS. La plupart étaient sauvegardés sur son compte cloud, accessible via l'ordinateur portable. Le numéro de Jordan apparaissait fréquemment. Les textes étaient prudents, voire codés, mais le schéma était clair. Heure de rendez-vous, lieu, plainte à mon sujet, sur le fait que je ne remarquais jamais rien et que je travaillais toujours. J'ai méthodiquement tout capturé en capture d'écran, organisé les fichiers par date, les ai stockés dans un dossier intitulé « Réclamation d'assurance fret 2024 ». Assez ennuyeux pour que personne ne regarde à 2 fois. Puis j'ai trouvé autre chose. Des relevés bancaires d'un compte que je ne connaissais pas. Elle retirait régulièrement de l'argent. 3 cents par-ci, 5 cents par-là. Des dépôts provenant de l'entreprise de Jordan Hay, quelque chose appelé Hay Consulting Group, des paiements libellés, honoraires de sous-traitants, et services professionnels. J'ai ensuite consulté notre compte professionnel commun, celui de la SARL que nous avions créé des années auparavant. J'ai trouvé des virements que je n'avais pas autorisés. De petits montants, 2000 ici, 3500 là, transférés sur le compte personnel de Brianna sous la description « Remboursement de frais ». Sauf que nous n'avions eu aucune dépense professionnelle ce mois-là. J'ai fait le calcul. En 18 mois, elle avait discrètement siphonné 47 000 $ de notre compte professionnel. De l'argent que j'avais gagné en négociant des contrats de fret. De l'argent qui était censé construire notre avenir. Je me suis adossé, j'ai fixé l'écran et j'ai senti cette froide certitude s'installer plus profondément dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était un vol systématique, une fraude, le genre de choses qui pourrait lui coûter plus qu'un mariage. J'ai tout copié. Relevé bancaire, historique de transactions, email, journaux de SMS, j'ai construit une chronologie qui montrait exactement quand l'argent avait commencé à bouger et où il allait. J'ai tout organisé dans des dossiers propres avec des étiquettes claires, des preuves qu'un avocat même médiocre pourrait utiliser pour la détruire au tribunal. Mais je ne prévoyais pas d'aller au tribunal. Pas encore. Les tribunaux étaient désordonnés, publics, imprévisibles. Ce que je construisais était quelque chose de plus propre, quelque chose qu'elle ne verrait pas avant qu'il ne soit trop tard pour l'arrêter. J'ai fermé l'ordinateur portable, je l'ai remis exactement où je l'avais trouvé et j'ai regardé l'heure. Brianna serait à la maison dans 20 minutes. Je me suis lavé les mains, j'ai commencé à préparer le dîner et j'ai attendu. Quand elle est entrée, j'ai souri. « Comment s'est passée ta réunion ?» ai-je demandé en remuant la sauce pour les pâtes. Brianna a laissé tomber son sac sur le comptoir,
me regardant à peine. Bien, dit-elle. Longue journée. J'ai hoché la tête, servi le dîner, échangé quelques banalités sur les retards de fret et les horaires d'expédition. Elle a vérifié son téléphone 2 fois pendant le repas. Je n'ai pas demandé à qui elle envoyait des SMS, car je le savais déjà, et bientôt, tous ceux qui comptaient le sauraient aussi. L'appel est arrivé à 1h40 du matin précise, un vendredi soir de fin septembre. J'étais réveillé, allongé sur un lit de camp étroit dans le chalet, les fenêtres ouvertes pour laisser entrer l'air froid de la montagne. La température était tombée sous les 5 degrés, mais je préférais ça. Ça me gardait vif, concentré. Mon téléphone s'est allumé sur la caisse en bois que j'utilisais comme table de chevet. Le nom de Brianna a clignoté sur l'écran, brillant et insistant dans l'obscurité. Je n'ai pas bougé, j'ai juste regardé le téléphone vibrer, bourdonnant comme un insecte en colère piégé sous un verre. L'appel est allé sur la messagerie vocale. 10 secondes plus tard, un autre appel, puis un autre. Au 4e appel, j'ai tendu la main et j'ai retourné le téléphone, mais je ne l'ai pas mis en silencieux. Je voulais sentir chaque vibration, chaque tentative désespérée de me joindre. Non par cruauté, mais par clarté. C'était à ça que ressemblait la responsabilité quand elle vous rattrapait enfin. Les appels ont continué. 5, 6, 7. Je les comptais dans ma tête. Chacun était une petite ponctuation dans une histoire déjà écrite. À 1h47 du matin, le premier message vocal est arrivé. Je ne l'ai pas écouté, mais j'ai vu la notification. 32 secondes de long. Puis un autre de 18 secondes. Puis un SMS. Owen, s'il te plaît, réponds. Puis un autre appel. Numéro 8. Je me suis assis lentement, j'ai passé mes jambes par-dessus le bord du lit et je me suis dirigé vers la fenêtre. Dehors, la forêt était noire et silencieuse, à l'exception du vent qui soufflait dans les pins. Pas de lampadaire ici, pas de voisins, juste la distance et l'obscurité, et le genre de silence qu'on ne peut pas acheter en ville. Un autre appel. Numéro 9. Un autre SMS. Je crois qu'il y a quelqu'un dehors. J'ai peur. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai reposé le téléphone. La maison avait une nouvelle sécurité. Je l'avais installée moi-même 2 semaines avant de partir. J'avais mis à niveau tout le système sans le lui dire. Des détecteurs de mouvement, des caméras, une alarme silencieuse qui ne prévenait que moi. J'ai ouvert l'application sur mon téléphone, vérifié le flux en direct. La maison allait bien. Lumières allumées dans le salon et la chambre. Aucun mouvement détecté à l'extérieur, personne dans le jardin, aucune voiture dans l'allée à part la sienne. Elle était seule et elle paniquait. Un autre appel, numéro 10. S'il te plaît, a-t-elle texté. Quelque chose ne va pas. Pourquoi tu ne réponds pas? J'ai regardé le flux de sécurité pendant une autre minute. J'ai vu son ombre passer devant la fenêtre de la chambre, faisant les 100 pas. Je l'ai vu vérifier les serrures de la porte d'entrée grâce à la caméra du couloir. Elle avait peur, vraiment peur, mais pas parce que quelqu'un était là. Elle avait peur parce que je ne répondais pas. Parce que pour la première fois en 15 ans, je n'étais pas là pour régler ses problèmes, réels ou imaginaires. Appel numéro 11, 12, 13. Les messages vocaux s'accumulaient. Je n'en ai écouté aucun. J'ai juste regardé les chiffres grimper. Chacun était une brique de plus dans le mur que j'avais construit entre nous. À 2h03 du matin, le ton du SMS a changé. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas drôle. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé. Réponds juste. Appel 14. 15. J'ai éteint l'écran du téléphone, je me suis recouché sur le lit de camp et j'ai fixé le plafond sombre. Les appels ont continué pendant encore 20 minutes, des vibrations que je pouvais sentir à travers le mince matelas, puis ils ont finalement cessé. Le silence est revenu sur le chalet, profond, complet. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas vengé. Je ne ressentais rien du tout. Juste l'air froid sur ma peau et la certitude que j'avais fait le bon choix. Parce que voici ce que Brianna n'a jamais compris. Quand vous dites à quelqu'un que l'endroit où vous allez ne le regarde pas, vous ne revendiquez pas seulement votre indépendance. Vous rompez un lien. Vous dites que vos choix, votre sécurité,
votre vie ne sont plus des responsabilités partagées. Et si ça ne me regarde pas où tu vas, alors ça ne me regarde pas non plus quand tu as peur. Le téléphone est resté silencieux pour le reste de la nuit. Le matin, j'avais déjà commencé à faire mes bagages pour la phase suivante. Le chalet avait rempli sa fonction. Il était maintenant temps de construire quelque chose de permanent, quelque chose qu'elle ne pourrait jamais toucher. Le chalet a rempli sa fonction pendant 6 semaines. Assez longtemps pour disparaître, assez court pour éviter les soupçons. J'ai dit à mes plus gros clients que je prenais une année sabbatique pour des raisons de santé familiale, ce qui n'était pas entièrement un mensonge. La santé de ma famille était toxique depuis des années. Je la traitais enfin. Pendant ces semaines, j'ai travaillé de nuit dans un entrepôt régional à 2 villes de là. Un travail simple, comptage d'inventaire, scannage de code-barres, coordination des quais de chargement. Le genre de travail où personne ne pose de questions et où tout le monde reste dans son coin. Je me faisais appeler Owen Kelly, assez proche de mon vrai nom pour que je réponde automatiquement, mais assez différent sur les papiers. Le salaire était modeste, mais je n'avais pas besoin de beaucoup. Mes dépenses étaient minimes. Le chalet coûtait $400 par mois, en espèces à Roy. De la nourriture d'une épicerie qui vendait du pain de la veille et des conserves. Du café d'une station-service. Tout le reste allait à la construction de la suite. J'avais déjà déposé les documents pour la restructuration de la SARL. Tout était passé par un avocat à 3 États de là. Quelqu'un spécialisé dans la protection des actifs pour les propriétaires d'entreprises traversant des séparations compliquées. La paperasse était dense, intentionnellement. Le temps que l'avocat de Brianna comprenne ce qui s'était passé, si elle en engageait un, il serait trop tard pour revenir en arrière. La maison, celle où elle pensait encore vivre, avait été discrètement transférée dans une fiducie d'entreprise 2 mois avant mon départ. La fiducie appartenait à Keller Frecht Solutions, la SARL qui nous employait techniquement tous les deux, mais que je contrôlais entièrement. Cette clause enfouie dans l'accord d'exploitation, celle sur la rupture de la responsabilité fiduciaire, s'était activée au moment où elle avait transféré de l'argent de l'entreprise sans autorisation. Tout était légal. Tout était documenté. Tout était irréversible. Mais le vrai travail n'était pas seulement de protéger ce que j'avais. C'était de construire quelque chose de nouveau, de mieux. J'ai commencé à contacter prudemment d'anciens contacts, des transporteurs régionaux avec qui j'avais travaillé pendant des années, des petits fabricants qui faisaient confiance à mon jugement. Je n'étais plus Owen Keller de Keller Frecht. J'étais Owen Royce, consultant indépendant en logistique. Royce était le nom de jeune fille de ma grand-mère, un nom que j'avais légalement ajouté par une discrète procédure judiciaire dans un autre comté. Le premier contrat est venu d'un fabricant de meubles de l'Iowa. Ils avaient besoin de quelqu'un pour optimiser leurs itinéraires d'expédition, réduire les coûts, améliorer les délais de livraison. Un problème simple. Je l'ai résolu en 3 jours. Je leur ai fait économiser $18 000 au premier trimestre. Ils m'ont payé $5 000 pour la consultation et m'ont demandé si j'accepterais 2 autres projets. J'ai dit oui. À la semaine 8, j'avais 4 clients réguliers. À la semaine 10, j'avais quitté le chalet pour un petit appartement au-dessus d'une quincaillerie dans une ville à 60 km de là où Brianna vivait encore. L'appartement était dépouillé mais fonctionnel. Un lit, un bureau, une cafetière et un ordinateur portable. Tout ce dont j'avais besoin. J'ai continué à travailler de nuit à l'entrepôt pendant un autre mois, constituant des réserves de liquidités, restant invisibles. Pendant la journée, je dormais quelques heures, puis je travaillais sur des projets de conseil. La nuit, je scannais des codes-barres et empilais des palettes aux côtés de gars qui ne demandaient jamais d'où je venais. L'un d'eux, un jeune nommé Travis, m'a demandé une fois si j'avais ce « travail chic sur ordinateur ». J'ai haussé les épaules et dit « je m'occupe ». Il a hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. À la fin du 3e mois, je n'avais plus besoin de l'entrepôt. J'avais assez de travail de conseil pour subvenir à mes besoins et assez de distance avec mon ancienne vie pour pouvoir respirer sans sentir sa présence partout. J'ai quitté l'entrepôt un vendredi, j'ai dit au superviseur que je déménageais pour des raisons familiales, je lui ai serré la main et je suis sorti sur le parking alors que le soleil se levait. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait à de l'espoir. Pas du bonheur, pas encore, mais une possibilité. Le sentiment que la vie que je construisais m'appartenait, et non à quelqu'un qui l'avait vidée de l'intérieur.
Je suis retourné à l'appartement, j'ai fait du café, je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un plan d'affaires, quelque chose de plus grand que du conseil, quelque chose de durable. J'avais 45 ans et je repartais de presque rien. Mais ce « rien » valait mieux que le poison lent dans lequel j'avais vécu. Et contrairement à Brianna, je savais comment construire quelque chose qui dure. 5 mois après mon départ, j'ai reçu un email d'Ashley. Pas un long message, juste 3 phrases qui ont tout changé. Je sais ce qu'elle a fait. Je le sais depuis un moment. On peut se parler? J'ai fixé le message pendant un long moment. Ashley avait maintenant 22 ans, vivait seule dans un appartement près du Community College où elle terminait son diplôme en commerce. Nous ne nous étions pas parlé depuis mon départ. J'avais supposé qu'elle avait pris le parti de sa mère, comme le font généralement les enfants dans ce genre de situation. J'avais supposé qu'elle me détestait d'avoir disparu sans explication. J'avais tort. J'ai répondu avec un numéro de téléphone, un nouveau qu'elle ne reconnaîtrait pas, et j'ai suggéré un café à mi-chemin entre nos 2 domiciles. Un terrain neutre. Elle est arrivée 10 minutes en avance. Je l'ai observée par la fenêtre avant d'entrer. Elle avait l'air plus âgée, plus sérieuse que dans mon souvenir. Ses cheveux étaient plus courts, attachés en queue de cheval. Elle portait un jean et un sweatshirt universitaire, un sac à dos chaud sur une épaule. Quand je suis entré, elle s'est levée immédiatement. Pendant une seconde, aucun de nous n'a rien dit. Puis elle s'est avancée et m'a serré dans ses bras, une étreinte rapide et forte. « Je suis contente que tu ailles bien », a dit Ashley doucement. Nous nous sommes assis avec nos cafés. Elle n'a pas perdu de temps en bavardage. Maman a menti à tout le monde, a-t-elle commencé, les mains enroulées autour de sa tasse, sur la raison de ton départ, sur ce qui s'est passé. Elle dit aux gens que tu as eu une sorte de dépression, que tu l'as abandonné sans préavis. J'ai hoché la tête lentement mais n'ai pas répondu. Ashley a continué, la voix ferme. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Je suis au courant pour Jordan depuis plus d'1 an. J'ai vu les SMS sur son téléphone une fois quand elle l'a laissé sur le comptoir. Je n'ai rien dit parce que je ne savais pas quoi faire. Je vivais encore à la maison et je ne voulais pas empirer les choses. Tu n'as rien empiré, lui ai-je dit. Ce n'était pas ta faute. Elle a baissé les yeux sur son café. Quand tu es parti, elle s'est complètement effondrée. Pas parce que tu lui manquais, mais parce que soudain, toutes ses factures étaient refusées. Ses cartes de crédit étaient au maximum et elle ne pouvait accéder à aucun des comptes. Elle a passé 2 semaines à appeler des avocats pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et a-t-elle compris, ai-je demandé. Ashley a hoché la tête. Finalement, l'un d'eux lui a expliqué que tu avais tout restructuré légalement avant de partir. Que la maison, les comptes de l'entreprise, tout était protégé. Elle ne peut rien toucher. J'ai siroté mon café, j'ai attendu. Elle est furieuse, a continué Ashley, mais plus que ça, elle a peur. Jordan a cessé de la voir une fois que l'argent s'est tari. Il s'est avéré qu'il n'était intéressé que tant qu'elle avait accès à tes revenus. Maintenant, elle se démène pour payer le loyer d'un appartement minable, elle a 2 emplois à temps partiel parce que personne ne veut l'embaucher à plein temps après ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé, bien que je m'en doutais déjà. L'expression d'Ashley s'est durcie. Elle s'est fait virer. Son entreprise a découvert qu'elle utilisait les comptes de la société pour cacher des dépenses personnelles, en acheminant de l'argent vers le cabinet de conseil de Jordan pour des services qui n'ont jamais été rendus. Ils n'ont pas porté plainte, mais ils l'ont licenciée et ont fait en sorte que la nouvelle se répande. Personne dans le conseil financier ne veut la toucher maintenant. J'ai absorbé cette information en silence. Je ne l'avais pas dénoncée à son employeur. Je n'en avais pas eu besoin. Elle avait été assez négligente pour qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Il y a autre chose, a dit Ashley, sa voix baissant d'un ton. J'ai fait un de ces tests d'ascendance par ADN il y a quelques mois, juste pour m'amuser, tu sais, pour voir d'où venait ma famille. Elle a sorti son téléphone, a ouvert une application et a tourné l'écran vers moi. Il m'a fait correspondre avec un parent proche. Une correspondance paternelle, avec une probabilité de 99,7%. J'ai regardé l'écran, j'ai vu mon propre nom listé comme son père biologique. Le bruit du café s'est estompé pour devenir un simple grésillement de fond. J'ai fixé les résultats, les relisant 2 fois pour m'assurer que je comprenais bien.
Tu es mon vrai père, a dit Ashley doucement. Pas Richard. Pas l'homme que maman m'a dit être mon père toute ma vie. Toi. J'ai posé ma tasse avec précaution, mes mains soudainement tremblantes. Est-ce que Brianna sait que tu sais, ai-je réussi à demander. Ashley a secoué la tête. Pas encore. Je voulais te parler d'abord. Je voulais comprendre ce qui s'était passé avant de la confronter à ce sujet. J'ai pris une lente inspiration. Cela changeait tout. Pas légalement, pas immédiatement, mais fondamentalement. Ashley n'était pas seulement ma belle-fille. Elle était ma fille. L'avait toujours été. Elle nous a menti à tous les deux, ai-je finalement dit. Pendant 22 ans. Ashley a hoché la tête, les yeux brillants mais maîtrisés. Je sais. Et j'ai besoin de savoir quelque chose de ta part. Est-ce que tu prévois de revenir pour te battre avec elle? Pour rendre ça public? J'ai regardé cette jeune femme, ma fille, et j'ai vu une force à laquelle je ne m'attendais pas. Elle ne me demandait pas de la sauver. Elle me demandait de quel côté du champ de bataille je me trouverais. Je ne reviens pas, ai-je dit. Mais je ne fuis pas non plus. Je construis quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle ne peut pas toucher. Ashley a souri légèrement. Bien. Parce que je veux aider. Ashley et moi nous sommes vus 3 autres fois au cours du mois suivant. À chaque rencontre, elle apportait plus d'informations, des relevés bancaires qu'elle avait trouvés dans l'appartement de Brianna, des SMS entre Brianna et Jordan qu'elle avait récupérés d'anciennes sauvegardes de téléphone, une chronologie qu'elle avait construite montrant exactement quand les mensonges avaient commencé et à quel point ils étaient profonds. Ma fille n'était pas seulement en colère, elle était méthodique. Il s'est avéré qu'elle avait hérité de moi plus que de l'ADN. Je veux la confronter, m'a dit Ashley lors de notre 4e rencontre, cette fois dans un parc près de son appartement. Nous étions assis sur un banc surplombant un petit lac, regardant les canards pagayer dans l'eau grise. Mais je veux le faire correctement. Je ne veux pas qu'elle s'en sorte en parlant ou en déformant les choses comme elle le fait toujours. Je comprenais cet instinct. Brianna était douée pour la manipulation, pour se faire passer pour la victime même quand elle était l'auteur des faits. Mais la confrontation exigeait de la préparation. Avant de lui parler, ai-je dit avec précaution, il y a quelque chose que tu devrais savoir sur ce qu'elle a fait financièrement. C'est pire que la liaison. J'ai sorti ma tablette, ouvert le dossier chiffré que je maintenais, et montré à Ashley les transferts documentés de notre compte professionnel, les 47 000 $ qui avaient disparu en 18 mois, les paiements au cabinet de conseil de Jordan pour des services qui n'avaient jamais été rendus, les faux remboursements de frais. La mâchoire d'Ashley s'est crispée alors qu'elle parcourait les documents. C'est de la fraude, a-t-elle dit doucement. Oui, ai-je confirmé. De la fraude d'entreprise. Le genre de choses qui pourrait entraîner des poursuites pénales si les bonnes personnes voyaient ces dossiers. Elle a levé les yeux vers moi. Vas-tu la dénoncer? Je n'ai pas encore décidé, ai-je admis. Une partie de moi veut qu'elle subisse de vraies conséquences. Mais une autre partie de moi veut juste avancer sans regarder en arrière. Ashley m'a rendu la tablette. Je vais lui dire que je suis au courant du test ADN, de tout. Je veux voir son visage quand elle réalisera qu'elle ne peut plus mentir. Et si elle nie, ai-je demandé. Alors je lui montrerai les preuves, a dit Ashley. Les résultats ADN, les emails, les dossiers financiers que tu m'as donnés, tout. Et ensuite, je partirai. 2 semaines plus tard, Ashley m'a appelé de sa voiture. Elle venait de quitter l'appartement de Brianna. Sa voix était ferme, mais je pouvais entendre la tension sous-jacente. Je lui ai dit, a dit Ashley. Je me suis assise à sa table de cuisine et j'ai tout déballé, le test ADN, le fait que tu es mon père biologique, les mensonges sur Richard, tout. Comment a-t-elle réagi? Ai-je demandé. Elle a d'abord essayé de minimiser, a continué Ashley, de dire que c'était compliqué, que je ne comprenais pas les circonstances, qu'elle avait essayé de me protéger. Mais quand je lui ai montré les résultats ADN, quand je lui ai dit que j'avais parlé à Richard et qu'il avait confirmé qu'il s'était toujours douté de quelque chose, elle s'est effondrée. J'ai attendu, en écoutant. Elle a tout avoué, a dit Ashley. Elle a admis que lorsque vous avez rompu quand elle avait 21 ans, elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle a paniqué, ne te l'a pas dit. Au lieu de ça, elle a rencontré Richard quelques semaines plus tard, s'est précipitée dans un mariage et m'a fait passer pour sa fille quand je suis né.
Richard n'a jamais remis ça en question parce que le timing semblait assez proche. Elle lui a menti, m'a menti pendant 22 ans. Elle a dit qu'elle était jeune et effrayée et qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Lui as-tu parlé de la fraude financière, ai-je demandé. Je l'ai fait, a répondu Ashley. Je lui ai montré les relevés bancaires, les transferts, tout. Elle a prétendu que Jordan l'avait manipulée, qu'elle était vulnérable et qu'elle avait fait des erreurs. Elle a essayé de faire croire qu'elle était la victime. Et qu'as-tu dit? Je lui ai dit que faire des erreurs et commettre une fraude sont deux choses différentes. Qu'être vulnérable n'excuse pas de voler sa propre entreprise. Que avoir eu peur il y a 23 ans ne justifie pas de mentir à sa fille toute sa vie. J'ai ressenti une vague de fierté. Ashley avait fait exactement ce qu'il fallait. Pas avec rage, pas avec cruauté, mais avec une honnêteté lucide. Comment ça s'est terminé, ai-je demandé. Je me suis levé, a dit Ashley, je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour digérer tout ça. Que je ne la coupais pas complètement de ma vie, mais que je ne pouvais pas avoir de relation avec elle en ce moment. Que si elle voulait une chance de reconstruire la confiance, elle devait commencer à être honnête avec elle-même et avec tout le monde. Il a fallu du courage, lui ai-je dit. Je l'ai appris de toi, a-t-elle répondu. Tu n'as pas crié ni fait de scène quand tu es parti. Tu as juste cessé de participer au dysfonctionnement. Je fais la même chose. Nous avons parlé encore quelques minutes, puis nous avons raccroché. Je suis resté assis dans mon appartement après, regardant par la fenêtre le parking de la quincaillerie en bas, pensant à l'héritage. Pas l'héritage d'argent ou de biens, mais l'héritage de la façon dont on gère la trahison. Comment on réagit quand les fondations se fissurent sous vos pieds? Ashley m'avait vu partir tranquillement. M'avait vu refuser de m'engager dans le drame. M'avait vu construire quelque chose de nouveau au lieu d'essayer de sauver quelque chose de pourri. Et maintenant, elle faisait la même chose. C'était peut-être le seul véritable héritage qui valait la peine d'être transmis. Pas la richesse, pas le statut, mais la force de s'éloigner de la toxicité avec sa dignité intacte. 18 mois après mon départ, Keller Frecht Solutions ne se contentait pas de survivre. Elle prospérait. Ce qui avait commencé comme une opération de conseil d'un seul homme était devenu une petite entreprise avec 6 employés sous contrat et 12 clients réguliers dans 4 États. J'avais déménagé dans un véritable espace de bureau. Rien d'extraordinaire, juste 3 pièces dans un immeuble commercial près de l'autoroute. Une pièce pour les réunions clients, une pour mon bureau et mes dossiers, une pour les 2 consultants juniors que j'avais embauchés pour gérer les projets d'optimisation de routine. Les frais généraux étaient gérables. Les revenus augmentaient. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de construire quelque chose qui ne pouvait pas être sapé. Ashley avait rejoint l'entreprise à temps partiel tout en terminant ses études. Elle s'occupait des communications avec les clients et des réseaux sociaux, des tâches qui me libéraient pour me concentrer sur la stratégie et la croissance. L'avoir là me semblait juste, non seulement parce qu'elle était compétente, ce qu'elle était, mais parce qu'elle comprenait les fondations sur lesquelles l'entreprise était bâtie, l'honnêteté, la clarté, les ruptures nettes avec les systèmes toxiques. Un après-midi au début du printemps, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Owen Keller? A demandé une voix de femme. C'est moi, ai-je dit prudemment. Je m'appelle Patricia Holloway. Je suis une avocate représentant Brianna Keller dans une affaire civile. Avez-vous un moment? Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil de bureau, un léger sourire aux lèvres. L'avocate a expliqué que Brianna contestait la restructuration de la SARL, affirmant que j'avais manipulé des documents juridiques pour la priver des actifs auxquels elle avait droit. Elle demandait une compensation financière, l'accès au compte joint et une partie des revenus de mon entreprise de conseil. Je l'ai laissé finir, puis j'ai répondu calmement. Maître Holloway, je suppose que vous avez examiné l'accord d'exploitation que nous avons tous les deux signé lorsque nous avons créé la SARL. Je l'ai fait, dit-elle avec précaution. Alors vous avez vu la clause concernant la rupture de la responsabilité fiduciaire, celle qui permet une protection unilatérale des actifs en cas de fraude ou de détournement. Il y eut une pause. Ma cliente conteste qu'une telle rupture ait eu lieu. Alors vous voudrez examiner la documentation que j'ai préparée, ai-je dit. Des relevés bancaires montrant des transferts non autorisés totalisant 47 000 $ sur 18 mois. Une correspondance par email entre votre cliente et un tiers discutant de stratégies commerciales qui ont directement profité à un concurrent.
Des preuves horodatées de fraude financière. Une autre pause, plus longue cette fois. Monsieur Keller, suggérez-vous que vous avez des preuves d'activité criminelle? Je suggère que votre cliente a violé les termes de notre accord commercial de multiples manières documentées. La restructuration de la SARL était une réponse directe à ces violations, comme le stipule le contrat qu'elle a signé. Tout ce que j'ai fait était légal et justifié. Ma cliente est prête à contester ces affirmations au tribunal, a déclaré l'avocate, bien que son ton ait changé. Moins agressif, plus prudent. C'est son droit, ai-je répondu. Mais avant qu'elle ne le fasse, vous devriez peut-être lui expliquer qu'aller au tribunal signifie que tout cela deviendra public. La fraude, la liaison, le fait qu'elle a menti sur la paternité de sa fille pendant 23 ans. Tout. Silence à l'autre bout du fil. Je ne cherche pas à détruire votre cliente, ai-je continué. Je veux juste qu'on me laisse tranquille pour gérer mon entreprise. Mais si elle force cette affaire en justice, je me défendrai avec toutes les preuves que j'ai. Et croyez-moi, maître Holloway, j'en ai beaucoup. L'appel s'est terminé peu de temps après. Poli mais final. Je n'ai plus jamais entendu parler de Patricia Holloway. 3 semaines plus tard, Ashley m'a dit que Brianna avait abandonné l'action en justice. Apparemment, son avocate lui avait conseillé que la poursuivre causerait plus de dommages que ce que valait un éventuel règlement. Elle a 2 emplois dans la vente maintenant, m'a dit Ashley autour d'un café, elle essaie de couvrir le loyer et les factures. Jordan est parti. La plupart de ses amis ont cessé de répondre à ses appels une fois que la nouvelle s'est répandue sur ce qui s'est passé. Elle repart de zéro, en gros. Qu'est-ce que tu en penses, ai-je demandé. Ashley a réfléchi un moment. Honnêtement, je suis triste pour elle, mais pas assez pour arranger les choses. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec. J'ai hoché la tête. C'était la bonne réponse. De la compassion sans complaisance. De l'empathie sans sauvetage. Et toi, a demandé Ashley. Regrettes-tu parfois la façon dont tu as géré les choses? J'ai regardé autour de mon petit bureau, les contrats clients sur ma table, le plan d'affaires épinglé au mur, et ma fille assise en face de moi, construisant une vie avec intégrité et détermination. Pas une seconde, ai-je dit. 2 ans et 4 mois après avoir quitté cette maison, Ashley m'a appelé avec une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. Je vais me marier, a-t-elle dit, la voix pétillante d'excitation. Il s'appelle David. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage professionnel l'année dernière. Il est comptable, travaille pour un cabinet en ville. Il est gentil, stable et il me fait rire. Je veux que tu le rencontres. Nous nous sommes vus pour dîner le week-end suivant. David était exactement comme elle l'avait décrit. Calme mais confiant. Il posait des questions. Il traitait Ashley avec un respect et une affection évidents. Le genre d'homme qui construirait une vie sur un sol solide, pas sur des sables mouvants. J'aimerais que tu m'accompagnes à l'hôtel, m'a dit Ashley après que David se soit excusé pour prendre un appel professionnel. Si tu es d'accord avec ça. J'ai senti quelque chose se nouer dans ma gorge. Et Brianna? L'expression d'Ashley est devenue sérieuse. Maman sera invitée, mais elle n'aura aucun rôle dans la cérémonie. J'ai fait la paix avec elle d'une certaine manière, mais je ne prétends pas que notre relation est quelque chose qu'elle n'est pas. Tu es mon père. C'est toi qui m'as appris ce qu'est l'intégrité. Je veux que tu sois à mes côtés. Le mariage était prévu pour le début de l'automne. 6 mois pour planifier. Ashley s'est occupée de la plupart de la logistique elle-même, avec l'aide de la famille de David. J'ai contribué financièrement, en couvrant le lieu et le traiteur. Cela me semblait juste. Le genre de choses qu'un père devrait faire. Brianna a été invitée mais n'a répondu que 2 semaines avant le mariage. Elle viendrait, mais seule. Jordan était parti depuis longtemps. Selon Ashley, Brianna travaillait toujours dans la vente, luttant toujours financièrement, faisant toujours face aux conséquences de choix qui lui avaient tout coûté. Le jour du mariage est arrivé, frais et clair. Le lieu était une grange restaurée en dehors de la ville, entourée de champs dorés par l'herbe d'automne. Je suis arrivé tôt, j'ai aidé le coordinateur du mariage d'Ashley à installer les chaises, je me suis assuré que tout était en place. Quand Ashley est arrivée, elle était radieuse. Une simple robe blanche, les cheveux attachés, portant un bouquet de fleurs sauvages. Elle a souri en me voyant. Prêt,
a-t-elle demandé. Absolument, ai-je dit. Brianna était assise au 3e rang. Je l'ai vue quand nous sommes entrés. J'ai vu son visage quand elle a réalisé que c'était moi qui accompagnais Ashley à l'hôtel. Elle avait l'air plus âgée, usée par des années de conséquences. Mais il y avait autre chose dans son expression aussi. Peut-être du regret, peut-être de l'acceptation. Difficile à dire. J'ai accompagné ma fille à l'hôtel, j'ai placé sa main dans celle de David et je me suis reculé. La cérémonie était simple, sincère. Quand l'officiant les a déclarés mari et femme, la petite foule a applaudi. À la réception, Ashley m'a pris à part. Merci, a-t-elle dit doucement. Pour tout. Pour ne pas avoir abandonné, pour m'avoir montré qu'il est possible de recommencer avec intégrité. Tu as fait ça toute seule, lui ai-je dit. Je me suis juste écarté du chemin, plus tard, j'ai vu Brianna seule près de la table des rafraîchissements. Une partie de moi voulait l'éviter, mais une autre partie, celle qui avait dépassé la colère pour atteindre quelque chose de plus calme, s'est approchée. Elle a l'air heureuse, a dit Brianna doucement, en regardant Ashley danser avec David. Elle l'est, ai-je convenu. Brianna s'est tournée vers moi. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais penses-tu qu'elle me pardonnera un jour? J'ai réfléchi attentivement à la question. Je pense qu'elle l'a déjà fait, à sa manière. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire faire comme si le passé n'avait pas existé. Brianna a hoché la tête, les yeux brillants. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Oui, ai-je simplement dit. Pas cruel, juste honnête. Penses-tu parfois à ce qui aurait pu être différent, a-t-elle demandé. Si j'avais fait de meilleurs choix. Parfois, ai-je admis, mais surtout, je pense à ce qui est. Et ce qui est, c'est une fille qui est forte, honnête et qui se construit une belle vie. C'est suffisant. Brianna a essuyé ses yeux. Je suis contente qu'elle t'ait. Je n'ai pas répondu à ça. J'ai juste hoché la tête une fois et je me suis éloigné, non par colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Nous étions tous les deux passés à des vies différentes, des futurs différents. La réception s'est poursuivie dans la soirée. J'ai dansé avec Ashley, félicité David, parlé avec des invités qui m'ont posé des questions sur mon entreprise. Keller Frecht Solutions comptait maintenant 14 employés avec des bureaux dans 3 États. J'allais bien, mieux que bien. Alors que le soleil se couchait et que la fête touchait à sa fin, je me tenais à l'extérieur de la grange, regardant la dernière lumière s'estomper sur les champs. Ashley et David partaient pour leur lune de miel le lendemain matin, commençant leur vie ensemble. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas exactement du bonheur, quelque chose de plus profond. Du contentement. Le sentiment que j'avais fait ce qui devait être fait, survécu à ce qui devait être survécu, et que j'en étais sorti intact. Le passé serait toujours là, mais il ne me définissait plus. J'avais reconstruit, et ce que j'avais construit valait la peine d'être conservé. 3 ans après mon départ, Keller Frecht Solutions a décroché un contrat avec une chaîne de distribution nationale. Ils avaient besoin de quelqu'un pour optimiser l'ensemble de leur réseau de distribution régionale. Un projet de 6 mois, un potentiel de partenariat à long terme, le genre d'opportunité qui pourrait doubler mon chiffre d'affaires du jour au lendemain. J'ai assemblé une équipe. Ashley s'occupait des communications avec les clients. Mes 2 consultants seniors ont pris la tête de l'analyse des données. Je me suis concentré sur la stratégie et la mise en œuvre. Nous avons travaillé 16 heures par jour pendant 3 mois d'affilée, reconstruisant leur logistique de A à Z. Lorsque nous avons présenté la proposition finale, le directeur des opérations du client a souri et a dit « C'est exactement ce dont nous avions besoin. Quand pouvez-vous commencer la mise en œuvre ?» Le contrat valait 420 000 $, plus d'argent que je n'en avais gagné au cours des 2 années précédentes combinées. J'ai emmené mon équipe dîner pour célébrer, j'ai levé mon verre et je les ai remerciés pour leur travail, leur dévouement, leur confiance en une entreprise qui avait commencé dans un chalet avec rien de plus qu'un ordinateur portable et de la détermination. « Tu as construit quelque chose de réel », m'a dit Ashley après. Quelque chose qui ne peut pas être enlevé. Elle avait raison. L'entreprise était légalement protégée, financièrement stable, bâtie sur des relations honnêtes et un bon travail. Tout ce que Brianna avait essayé de vider de l'intérieur, je l'avais reconstruit plus fort. J'avais aussi acheté une maison. Rien d'extravagant,
juste une maison de 3 chambres dans une rue calme avec un petit jardin et un garage que j'avais transformé en bureau à domicile. L'hypothèque était gérable. Le quartier était sûr. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir un foyer au lieu d'un simple endroit où dormir. Un samedi matin, je travaillais dans le jardin quand une voiture s'est arrêtée. Brianna en est sortie, l'air incertain. « Ashley m'a donné ton adresse », a-t-elle dit. « J'espère que ça ne te dérange pas », j'ai posé le râteau que j'utilisais. « De quoi as-tu besoin, Brianna ?» Elle a regardé la maison, le jardin, les preuves d'une vie reconstruite. Je voulais m'excuser. Vraiment m'excuser, pas juste dire des mots. Ce que j'ai fait était mal. Tout. La liaison, l'argent, les mensonges. J'ai détruit quelque chose de bien parce que j'étais égoïste et stupide. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé finir. Je ne demande pas le pardon, a continué Brianna. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que j'ai perdu. Et je suis désolé. Je l'ai observée un long moment. Elle avait l'air différente, plus humble, usée par des années de conséquences, mais peut-être enfin honnête. J'apprécie que tu dises ça, lui ai-je dit. Vraiment. Mais ma vie a avancé. Je ne suis plus en colère, mais je ne regarde pas non plus en arrière. Brianna a hoché la tête. Je sais. J'avais juste besoin de le dire. Elle a commencé à partir, puis s'est retournée. Tu as toujours été fort. Je le vois maintenant. Et je suis contente qu'Ashley t'ait comme exemple. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture, puis je suis retourné à mon râteau. Ces excuses n'ont rien changé. Elles n'ont pas réparé ce qui était brisé ni restauré ce qui était perdu, mais elles ont clos quelque chose. Un dernier chapitre qui attendait de se terminer. Le soir, le jardin était propre, les feuilles en sachet, le travail terminé. Je me tenais sur le porche avec une tasse de café, regardant le soleil se coucher sur mon quartier, et j'ai ressenti à nouveau ce profond contentement. J'avais quitté un mariage toxique avec rien d'autre qu'un plan et de la détermination. J'avais reconstruit ma vie, mon entreprise, ma relation avec ma fille. Je l'avais fait tranquillement, méthodiquement, sans drame ni vengeance. Et à la fin, c'était la seule victoire qui comptait. Non pas de détruire Brianna, mais de construire quelque chose qu'elle ne pourrait jamais toucher. Non pas de se venger, mais de se libérer. Le passé était le passé. Ce qui comptait, c'était ce que j'avais construit à sa place. Une entreprise qui prospérait. Une fille qui me respectait. Une vie qui m'appartenait à moi seul. J'avais recommencé à 45 ans avec presque rien. Maintenant, à 48 ans, j'avais tout ce qui comptait, et personne ne pouvait me l'enlever.